On passe en moyenne plus de 15 000 heures à l'école, mais à aucun moment on nous apprend à gérer un budget, à comprendre une fiche de paye, à investir, à négocier un salaire, ni même à avoir une relation saine avec l'argent. Mais si le plus grand maître, c'était la vie et ses épreuves. Dans cet épisode, je reçois Morgane Zapula, stratège patrimonial et entrepreneur, qui lui a découvert au travers de la vie que l'essentiel, c'était la famille. Bonjour Morgane. Bonjour Julia. Je suis ravie de te recevoir sur le plateau d'Always Higher. Tu es stratège patrimonial. Tu vas nous expliquer ce que ça veut dire dans un instant. Tu es à la tête d'une entreprise qui s'appelle Synerfi, qui est une communauté d'experts en patrimoine. C'est ça. Et tu as une mission que j'adore, qui est d'éduquer et de réconcilier les gens avec l'argent, mais aussi de leur faire comprendre les rouages du système. Et je dois t'avouer que c'est un thème qui me tient à cœur, voire qui me révolte, parce que je trouve qu'on passe beaucoup, beaucoup de temps à l'école. Je pense qu'on passe environ, allez, 12 ans, 15 000 heures, j'avais calculé, en moyenne, hein, évidemment. Oui. Et on sort de l'école, on sait beaucoup de choses, mais finalement rien de ce qui est réellement important. On ne sait pas lire une fiche de paye, on ne sait pas, choisir son partenaire, on ne sait pas finalement tous les grands choix qu'on va devoir faire dans la vie, on ne les connaît pas. Et quand je t'ai vu, dans tes vidéos, je me suis dit: «Tiens, tu vas peut-être pouvoir nous aider à avoir des clés, à nous aider à prendre des décisions peut-être un peu plus en conscience, de manière plus structurée et intelligente». Donc en tout cas, merci beaucoup, d'être avec nous aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu as commencé à t'intéresser à ce sujet du patrimoine? Alors, c'est une nécessité, en fait. Je l'ai fait de manière très, très égoïste, à la base et ma mission, parce que c'est vraiment ma mission, c'est de remettre la finance au service de l'humain. L'objectif, c'est de partir du cœur pour pouvoir voir ce que l'on peut faire pour aller atteindre ses objectifs. Le pourquoi, tu tapes dans le vif, tout de Tout de suite suite. parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est très, très particulier dans le sens où, moi, j'avais une quinzaine d'années et j'avais 15 ans. C'est pas j'avais une quinzaine d'années, c'est j'avais 15 ans et en fait, je suis rentré, dans la cuisine de mes parents et j'ai surpris ma mère en train de pleurer devant sa feuille d'impôt. Voilà. Je suis issu d'une famille méditerranéenne et fils de pied noir sicilien et si tu veux, l'objectif pour nous, c'était la valeur travail, valeur famille et pouvoir tout faire pour s'en sortir. Et quand j'ai surpris ma mère en train de pleurer sur sa feuille d'impôt, elle pleurait pas parce qu'elle avait des impôts à payer, elle pleurait parce que elle ne savait pas qu'elle allait en avoir à ce moment-là et en fait, ça représentait exactement l'argent qu'elle avait réussi à mettre de côté pour, la famille. Voilà, on va dire ça comme ça et à ce stade-là, il se passe 2 choses dans ta tête, soit tu fais la politique de l'autruche et puis tu te dis: «Bon, bah, OK, c'est comme ça et puis, je passe à autre chose» et moi, j'ai eu une réaction qui a été tout autre, c'était de me dire: «OK, moi, dans quelques années, je vais devoir rentrer sur le marché du travail et soit je subis le système, soit j'en deviens acteur». Donc mon ma mécanique, mon mental m'a dit: «OK, à partir de là, qu'est-ce que tu choisis de faire?» J'ai choisi de devenir acteur, donc de comprendre le système et j'ai poussé toutes les portes et je suis passé de la plus petite porte, j'ai continué à grandir comme ça. Comment tu vois les choses justement? Je te parlais du fait d'être à l'école et de pas apprendre les choses qui vont vraiment, nous aider. On sort diplômé, mais on est financièrement analphabète. Enfin, moi, je vais te dire, quand tu montes une entreprise et que tu te rends compte qu'en fait, tu n'as pas cette culture, de l'argent, c'est quand même fou. Pourquoi est-ce qu'on nous apprend pas tout ça? On sort, analphabète, ça c'est sûr, on sort aussi, sourd et on sort aussi aveugle. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne sort pas muet. Le système tel qu'il est fait, le système éducatif, on attend ou du moins on nous amène à penser que le système va nous apprendre tous les rouages, pour pouvoir, avoir une vie, belle, équilibrée, apprendre à rencontrer son partenaire, Mmh. avoir à se comporter, apprendre à gérer nos finances et cetera. Or c'est pas ça, en fait, l'objectif. L'objectif du système, c'est de nous donner des bonnes bases et puis, devenir, de bons acteurs de la communauté. Tu dirais des bons soldats? Ouais, j'ai envie de le dire, ouais.
Ouais, j'ai envie de le dire. ressenti, c J'ai envie de le dire, mais à après tout c'est moment? après c'est toujours difficile. J'ai pas envie d'être démago non plus dans mon approche, mais Non, mais oui, ça peut être important de le savoir. de bons contribuables. D'accord. Voilà, voilà. C'est pour ça que quand on a créé Synergie, l'objectif c'était de travailler avec des contribuables malins et épicuriens. Contribuable malin et épicurien, c'est on est face à un système qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, quand tu te rends compte que pour une feuille d'impôt, pour pouvoir déclarer ta feuille d'impôt, tu as un manuel. Le manuel fait plus de 400 pages. Tu as des interprétations, tu as des doubles interprétations en fonction de la manière dont tu vas lire et dans la situation dans laquelle tu vas être. Et bien souvent, ce manuel, tu le reçois. Alors, je vais parler de l'année passée, je l'ai reçu 10 jours après le début des déclarations fiscales. 10 jours Donc après, après, pas avant? 10 jours Ouais. après. Donc on peut commencer donc on avait encore le temps de puisqu'en fait la date butoir de déclaration n'était pas encore active, mais le bouquin fait plus de 400 pages et on le reçoit 10 jours après le début. Au lieu de le recevoir, je sais pas moi, en début d'année ou un mois avant ou qu'on puisse avoir le temps de bosser un peu en fonction de notre situation. Mais donc quand à t'écouter, on a l'impression qu'il y a rien qui est fait justement pour nous aider. On a plutôt l'impression que les choses sont faites pour nous mettre un peu des bâtons dans les roues, mais moi je le ressens vraiment comme ça. C'est-à-dire que, ce que tu décris avec ta maman qui avait ce désespoir, parce que finalement c'est ça, c'est tu as l'impression de travailler et Oui, que c'est pas juste. c'est il y a de l'injustice là-dedans, Oui. clairement. Oui, il y a une grosse notion d'injustice. Cette notion d'injustice, elle se retrouve aussi sur les gens qui vont parfois, heu partir du principe où ça sert plus à rien de travailler plus ou d'essayer de gagner plus puisque de toute façon je me fais tellement imposer que c'est pas juste. Pourquoi c'est pas juste? Parce qu'en fait l'effort pour gagner un petit peu plus est tellement important que le un petit peu ne vaut pas le coup. Je sais pas si tu Ouais, comprends je bien comprends tout à fait. le principe? Mais ça, c'est tellement délétère dans une société. C'est-à-dire que personne ne va être tiré vers le haut ou on va jamais te donner envie d'aller un tout petit peu plus loin, un tout petit peu plus haut. C'est terrible pour une société. Ouais, c'est terrible, ouais. Mais est-ce que ça, c'est dû à la France? Parce qu'on dit toujours que la France est le pays le plus imposé au monde. Est-ce que ça, c'est vrai? Le pays le plus chargé, je pense que plutôt que le plus imposé, l'imposition, c'est, ce qui arrive en bout de course. On est effectivement, on fait partie, du top Mmh. 5 des pays les plus imposés, alors les plus imposés, les plus taxés, je vais dire, au sens large. Là où on a effectivement une problématique, c'est, lorsque la jeunesse, lorsque les jeunes, lorsque les personnes qui sont motivées veulent entreprendre, eh ben, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup d'étapes, Et de à frein. franchir, de freins et surtout des étapes qui sont des étapes psychologiques. Mais c'est dû à l'histoire de notre vieux continent, c'est dû à une éducation, voilà, sans marquer sur des idéologies, mais il y a une grosse partie aussi qui est due à la religion, qui a quand même son poids et tu enfanteras dans la douleur, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tout soit difficile. Quand c'est trop facile, on se pose des questions. Et la religion, peut-être, qui a imposé une certaine vision de l'argent aussi? Oui, oui, de toute façon, la religion a régi, un certain nombre de choses, dans notre quotidien et effectivement, la notion de l'argent. C'est si tu gagnes trop, trop vite, c'est pas bien, il y a moi, pendant des années, au début où j'ai fait mon activité, j'ai plein d'amis qui me disaient: «Mais attends, tu vas être confronté à mais, combien tu gagnes?» Les gens ne vont pas te répondre. Mais comme moi, j'ai jamais été, complexé par cet axe-là, j'ai jamais eu ce frein et en fait, effectivement, combien tu gagnes? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui fait on essaye tous de survivre, en fait, hein. L'être humain est sur la terre pour s'adapter, donc en fait, tout ce qu'on veut, c'est améliorer notre quotidien et c'est pour ça que dans le cadre de nos stratégies, tu parlais de stratégie patrimoniale, mais il y a pas que ça. Chez Synergie, on fait pas que ça. On fait de la stratégie aussi entrepreneuriale. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on essaye de mettre et de séparer les choses. On ne les sépare pas. Tout est lié bien souvent à une personne. Un entrepreneur qui va développer un business, qui va ensuite, gagner sa vie, qui va avoir une fiscalité. Il veut organiser son patrimoine et il veut le sécuriser pour lui, sa famille, son épouse et cetera, d'une certaine manière, mais c'est toujours lui et derrière, en fait, la stratégie, ce n'est pas que la stratégie patrimoniale. C'est pas que ça, c'est la vision globale. Alors, ce que j'adore aussi dans ton approche, c'est que ce que tu dis, c'est que finalement, on peut faire mieux là où on est avec ce qu'on a.
C'est-à-dire qu'on peut commencer déjà en se disant: «OK», tu dis souvent il y a 3 questions qu'il faut se poser. Bon, bah, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je veux faire et comment je vais le faire? C'est Ouais, ça, non? c'est ça, c'est ça, Rappelle-moi c'est les le 3 triptyque, questions. ce que je C'est ça, veux, ce c'est que je peux, ce que je dois. En fait, tu es en permanence, si tu veux, ce triangle, cette triangulation, il faut la garder en tête en permanence. Qu'est-ce que je veux faire? OK, là j'ai une définition. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'en ai la capacité ou pas? En gros, qu'est-ce que j'ai dans mon jeu de cartes? Est-ce que j'ai des atouts? Pas des atouts? Est-ce qu'il y a des atouts qui sont des atouts cachés? Et qu'est-ce que je dois faire pour aller atteindre cet objectif-là? Et à ça, tu viens rajouter cette notion du temps. Tes objectifs à 20 ans seront pas les mêmes à 30, qui seront pas les mêmes à 40 et seront pas les mêmes à 60. Donc tout ça fait que tout est en mouvement permanent. Ce n'est que de l'adaptation, en fait, hein. mais du coup, quand on se pose ces 3 questions, moi, tu me les poses ces 3 questions, mais je sais pas comment y répondre. Ce que je veux, si. Est-ce que je peux? Bah, j'en sais rien parce que je connais pas mes leviers, je connais pas Tu les je connais pas encore, mais faudra qu'on se pose. faudra qu'on discute, on est d'accord. Mais pour ceux qui nous écoutent, par exemple, tu leur conseilles quoi? Où est-ce qu'on peut aller chercher les réponses à ça? Déjà, première chose, il faut en parler, ce qui n'est pas si simple, que ce soit dans les familles, que ce soit avec nos amis, et cetera. Pourquoi? Parce que dès qu'on va, soulever quelque chose pour obtenir quelque chose de plus, le cerveau, ce qui est le cerveau reptilien, en fait, hein, qui va s'activer, il va dire, quand tu vas en parler à un ami ou une amie, heu, tout de suite, il va y avoir, un phénomène de défense en disant: «Ouais, mais attention, si tu veux changer le cadre, ça peut être quelque chose de plus dangereux». Et effectivement, mais là, en fait, c'est ton cerveau qui te met en protection. Par contre, si tu discutes avec des gens qui ont déjà un chapitre d'avance sur toi, ça y est, ça suffit déjà. Ça te suffit à enclencher. Donc il faut en parler. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu aimerais? Comment tu vois les choses? Autorise-toi à rêver. Tu vises la lune, au pire, tu atterris sur une étoile, mais parle-en, exprime-toi, écris-le, mais surtout, ne le garde pas pour toi. Alors ça sous-entend aussi de faire attention avec qui on s'entoure, de qui Ouais, on s'entoure. l'environnement, oui, l'environnement. Parce que c'est vrai que j'ai remarqué quand tu t'entoures de gens qui évidemment ont un pas d'avance sur toi, tu apprends énormément. C'est eux qui vont te transmettre. Moi, j'ai l'impression qu'en France, c'est comme ça que les stratégies patrimoniales vont s'échanger. C'est en discutant avec, ton entourage et en faisant attention justement avec qui tu Quand tu échanges avec quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu rencontres quelqu'un qui l'a déjà fait, celui qui a un chapitre d'avance. Donc ton cerveau, il se dit: «Bah, attends, c'est possible, c'est génial». Moi, c'est ce que je dis à mes enfants. J'ai 2 enfants, hein, 17 et 13, un garçon, une fille. Ils sont diamétralement opposés. On essaye d'être conscient de leurs super pouvoirs à eux. Et moi, ce que je leur dis, c'est: «Quand tu veux faire quelque chose, ton temps aujourd'hui, il faut que tu le passes à rencontrer des gens qui te font rêver». Parce qu'en fait, c'est dans cet échange, c'est dans cette construction que tu vas, pouvoir, grandir et surtout t'enlever des barrières. Barrières psychologiques que tu te mets tout seul des fois, hein. Des fois, c'est même pas les mmh. parents, hein. Ouais, puis au travers d'un mentor, en fait, de voir que c'est possible, que Ouais, quelqu'un puisse aujourd'hui, ouvrir la voie avant toi et que ouais, ouais. ça aide énormément. Aujourd'hui, la problématique de tout ce qu'on appelle coach, mentor, et cetera, c'est qu'on a galvaudé, en fait, ces termes-là. Ils ont été Ça a complètement plus de galvaudés. sens. Donc Ouais. en gros, moi, je suis un authentique. La base pour moi, c'est rencontre des humains, discute avec les humains. Si en plus tu as la chance de parler plusieurs langues, discute avec des humains dans d'autres langues, d'autres cultures. Ils vont t'ouvrir d'autres choses, d'autres portes. Et à partir de là, tu vas venir constituer, ce que tu souhaites faire toi. Je voudrais qu'on passe un petit peu en revue les étapes de vie parce que c'est vrai que, très vite on est amené à faire des choix et c'est pas toujours facile. Si on prend le début, bah, évidemment on rencontre, sa moitié, hein, si on a de la chance, son âme sœur si on en a encore plus. On décide de se marier et puis, toi tu dis souvent que c'est une des premières grandes décisions, hein, comment on va se marier, qu'est-ce qu'on va choisir Comme heu, régime comme matrimonial? régime matrimonial et toi tu dis: «Déjà, faut parler de l'argent, tout de suite». Bien sûr, tout de suite. Sujet tabou on le met sur la table tout de suite. On met en place des fois des procédures, on met en place des accompagnements avec des familles aussi, pour apprendre à, parce qu'en fait la méfiance, elle vient toujours de ceux qui ont construit au départ en se disant: «Ah, on se méfie de la pièce rapportée».
Ouais, bah, OK, on se méfie de la pièce rapportée, bah, mettons les choses cartes sur table. Parlons d'argent, parlons de patrimoine, parlons d'articulation. Moi, ma vision, elle est très, très simple, elle est hyper tranchée. Mariage avec contrat et ensuite, on construit ce qu'on décide de mettre en commun. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça permet justement de soulever des éléments quand il n'y a pas de problème. Parce que le jour où il y a un problème, quand je dis un problème, c'est une séparation, une tromperie, qui fait remonter, tout l'émotionnel. Quand le cerveau, s'est enclenché en mode émotionnel, c'est fini, on n'est plus du tout dans le rationnel. Ça ne fonctionne plus et c'est là où en fait, où se passent, plein de problématiques et toutes les problématiques arrivent là. Alors moi, comme je te le disais, j'ai un peu un souci avec ça, c'est parce que je vois pas le mariage comme ça. Pour moi, tu rentres dans le mariage, c'est, bah, comme on le dit, quand on se marie à l'église, c'est pour le meilleur ou pour le pire. C'est vrai, ça peut paraître fleur bleue, mais c'est pas, tu décides de rentrer dans le mariage pour voir si ça va marcher. Tu rentres dans le mariage pour le faire marcher, pour décider chaque jour de le faire marcher. Et c'est vrai que quand tu me parles de ça, j'ai l'impression qu'on ouvre déjà la porte avec ce régime matrimonial où on dit déjà: «Bon, bah, OK, si ça marche pas, voilà ce qui se passe. Toi, tu prends ça, moi, je prends ça» et ça ouvre déjà la voie à une potentielle séparation. C'est comme ça que je le vois. C'est terrible, hein, mais alors après, est-ce qu'il y a peut-être des différences entre si, la personne est déjà, riche avec un patrimoine, si tu commences avec rien? Non, toi, tu dis quoi qu'il arrive, il Non, faut, tu es une romantique moderne, Julia. ah bon? J'adore, Tu es une romantique moderne. je l'assume. Je Et et je j il persiste et et il j signe. mais bien sûr, mais bien sûr et ce qu'il faut alors après moi je suis très factuel, une fois de plus, je veux pas revenir sur les idéologies, particulières. Moi ce que je trouve intéressant, c'est de revenir toujours à l'histoire. Revenons à la base de la base. La base de la base, le mariage était un mécanisme contractuel qui te permettait de protéger une personne, qu'on appelle ton conjoint, et ensuite protéger ta filiation et protéger ensuite le patrimoine que tu as pour pouvoir le transférer à ta filiation. C'est une reconnaissance. Au Moyen Âge, on n'avait pas, l'ADN pour savoir qui était le père de De qui? qui ou de C'est ça. quoi ou de comment. Donc effectivement, c'était ça et ensuite, avec les années, est venue se rajouter la notion religieuse puisqu'à l'époque, la religion, était quand même, hyper présente, hein, puisqu'elle faisait partie du tout et à partir de là, ben, est venu sont arrivés les romantiques modernes que j'adore. Moi, je trouve ça absolument génial parce qu'en fait, le but, c'est de trouver tout ça. Simplement, là, d'un point de vue factuel, si on ne prend pas de décision au départ, ça veut dire que on prend en ne prenant pas de décision, on prend la décision d'avoir quelque chose qu'on ne décide pas et qui est fait pour la masse. Donc, il y a des règles juridiques qui s'appliquent. C'est juste ça que je dis moi. Donc après, fais les choses en conscience. Tu parlais de Mmh. conscience. Fais les choses en conscience. Alors après, c'est vrai qu'on parle justement du système, et du côté juridique. On dit que dans les divorces, d'ailleurs, c'est prouvé statistiquement, les 2 épouses s'appauvrissent avec le divorce et les femmes plus que les hommes, Bah, de manière considérable. ouais. Pourquoi? C'est à moi, là, c'est à toi que je pose la question. Pourquoi? Pourquoi? Bah, parce que, à la base, je veux dire, les hommes n'enfantent pas. Règle de base, hein, je prends un exemple hyper basique. Les hommes n'enfantent pas, donc en fait, la carrière bien souvent, masculine est faite, alors je parle d'un couple normal, Mmh. enfin quand je dis normal, alors je me méfie maintenant de tous les mots que je dois employer et cetera. Mais je Un couple l'assume que je vais traditionnel voilà, avec, traditionnel, merci, homme-femme et cetera. Bah, quand madame est enceinte, c'est 9 mois plus, un peu plus. Et donc, effectivement, sur plusieurs enfants, bah, la carrière est déjà différente, l'impact est différent. On est dans quelque chose de physiologiquement différent. Donc ça donne un impact sur la partie économique qui est différente. C'est là où intervient, des débats qu'on a souvent nous avec nos clients de dire: «OK, on en est là, puisque tout le monde en est conscient, moi, mon épouse, je fais tout pour la protéger». Je suis conscient des 2 magnifiques enfants qu'elle nous a donnés. C'est normal, magnifiques enfants, c'est les nôtres, hein. Nos bien sûr. enfants sont tous, extraordinaires, quoique par moment on peut en discuter, mais 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 Nous mais plus dans nos retranchements. Ouais. mais effectivement, cette notion
de protection et de couverture fait partie aussi d'une conscience et de la reconnaissance. Donc ça veut dire qu'avec ce contrat de mariage en séparation de biens, je pense qu'on va trouver un accord là. On peut être en séparation de biens et on peut aussi décider et choisir une méthode pour mettre à l'abri sa femme. Bien sûr, Parce qu'on sait que effectivement, elle va enfanter, qu'elle perdra du temps dans sa bien carrière, sûr, qu'elle n'en aura peut-être pas d'ailleurs. Elle va peut-être choisir bien sûr. d'être, au foyer et donc on peut choisir de mettre en place quelque chose pour faire en sorte qu'elle ait des rentes ou pour faire en sorte qu'elle n'ait jamais besoin de quoi que ce soit, même si séparation il y a. Oui, bien sûr. C'est même la base, je dirais. C'est la base de l'équilibre. Ce que tu évoques là, ce sont des personnes qui recherchent la notion d'équilibre et de justesse. C'est effectivement comme ça qu'on le fait. On La notion de contrat n'a qu'une notion de pouvoir mettre carte sur table les choses au cas où s'il y arrive quelque chose. Voilà, c'est tout. Tout à fait. Mais en fait, on revient à une chose, si on doit retenir un élément, c'est faire les choses en conscience, connaître les impacts. Si on se met avec une personne, c'est pas pour penser à, bah, si on se sépare, non, mais comme on se sera entraîné depuis le début, le début de notre rencontre à avoir un sujet, il ne sera pas tabou, donc on pourra évoquer les choses. Et c'est quoi ton conseil pour les gens qui se rencontrent et qui ont envie de savoir s'ils ont la même vision de l'argent ou la même approche de l'argent? Tu dis qu'il faut parler de l'argent, de sa relation à l'argent. C'est quoi les différentes typologies qu'on peut rencontrer? Ah, bien souvent, il y a quand même un gros rapport à l'éducation. Il y a, une vision des choses, mais j'ai pas de typologie particulière. Pour moi, la chose la plus importante, c'est dès le départ, dès le début, si on voit qu'on se choisit, c'est qu'on se choisit pour construire ensemble. Et si on voit qu'on a des frictions, mon conseil, c'est de se faire accompagner, en fait. C'est d'en discuter avec une tierce personne. Quand je dis une tierce personne, c'est pas la famille de l'un ou de la famille de l'autre. Non, non, c'est une tierce personne, quelqu'un qui va être, hem, suffisamment, fin pour pouvoir établir les règles du jeu. Certains vont voir des psychologues, hein, pour faire ça, hein. Oui, pour dénouer Voilà, ce après nous on le fait parce que, on le fait dans un cadre d'accompagnement, à la partie matérielle, à la partie patrimoniale ou entrepreneuriale. Mais juste dire les choses en fait. Alors si je continue à dérouler, ensuite, on peut être tenté d'acheter sa résidence principale. Les Français sont super attachés à cette idée de la résidence principale. Je crois que c'est presque 60 des Français, Ouais. qui investissent dans une résidence principale. Toi, tu dis que c'est pas forcément la meilleure solution. Non, Et on a il existe d'autres stratégies. Tout dépend une fois de plus comment on voit les choses. Il y a 2 gros, il y a allez on je vais dire 3 parce que je vais faire un mix, mais il y a 2 grosses écoles. Il y a ceux qui vont, essayer pendant toute leur vie de mettre en place un capital, donc c'est-à-dire une masse d'argent qui va arriver à un instant T. Il y a des gens qui vont chercher plutôt à mettre en place un système de rente. D'accord? Tous les mois, j'ai tant qui tombe et cetera parce que ça me permet de générer mon train de vie. Et pour la résidence principale, il existe effectivement d'autres stratégies. Moi, j'ai rencontré des gens, et en l'occurrence, une des stratégies qu'on a appliquées, nous avec mes parents, heu, avec mon père et ma mère, ils ont été locataires pendant je crois, 30, une trentaine d'années, ouais, je veux pas dire de bêtises, attends voir, 20, ouais, les 20 ans, on va dire, ils ont été locataires pendant 20 ans. Sauf que pendant ces 20 ans-là, mon père a investi pendant, une quinzaine d'années et l'objectif, ça a été d'acheter sa résidence principale en revendant le capital qu'il avait fait fructifier en parallèle. En gros, il a tout revendu, il a acheté sa résidence principale ensuite. Ça a été, une des stratégies. Oui, ça, c'est une réflexion que tu as eue avec tes parents. Tu les as Oui, aidés à la sur base, ce c'est ce que je disais. En fait, moi, c'est essentiel. Mon métier, je le fais je suis habité par mon métier. Enfin, c'est viscéral. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, bah, fils de pied noir sicilien, mon père est le cinquième d'une fratrie de 10 enfants. J'ai toujours grandi, donc avec, au milieu de la famille et on n'avait rien, mais on était millionnaires en bonheur. C'est extraordinaire. Ça, c'est Ça a pas extraordinaire. de prix, Non, ça a pas de prix. Alors, sans jeu de mots. le problème
Alors le problème des gens comme j'ai pu l'être à un moment donné, c'est qu'on ne te le dit pas que ça n'a pas de prix. Nous, chez nous, on n'a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, on règle des événements qui nous arrivent au quotidien, mais en vrai, on n'a pas de problème. À partir du moment où on a un toit, de quoi manger, de quoi on fait ce qu'on a envie de faire quand on a envie de le faire. Tout le monde est en bonne santé. Quand il y a un problème, ça se règle à la méditerranéenne, ça parle fort, mais par contre, ça se règle Ouais. et il y a pas de rancœur ni de rancune derrière. C'est ça, heu, se sentir bien. Ouais. Et ça, ce bonheur, tu l'as parce que tu dis: «Comme j'ai pu l'être», c'est-à-dire que tu l'as découvert sur le chemin, ça? Ce que ça Oui, signifie la vraie oui. richesse? Oui, parce que j'ai rencontré des gens qui matériellement nous matériellement, on était pauvres, hein, clairement, hein. Mais, j'ai rencontré des gens qui avaient beaucoup, beaucoup matériellement et qui avaient des problématiques, avec leurs enfants, qui avaient des problématiques avec leurs parents, qui étaient au tribunal parfois, parents-enfants. Très difficile, émotionnellement très, très difficile. On n'est pas sur terre pour faire ça. Il y a une autre, j'ai tu m'as parlé d'un moment aussi dans ta vie qui a été assez difficile, assez douloureux. Tu es parti, en fait, assez jeune, aux États-Unis. Mmh. Tu as toujours été, en fait, assez audacieux, hein, Si on et remet les années en face, oui, je pense, oui. et qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis et qu'est-ce que cette expérience t'a appris? Ah, alors ce que ça m'a appris à faire des choix et à faire des choix profonds. Hem, Très difficile, excuse-moi, hein, mais c'est quand même très particulier. Alors, pour bien comprendre, moi j'ai vendu mes premières maisons, j'avais 18 ans et demi. J'ai obtenu mon diplôme avec un bac+3 avec une spécialité en transactions immobilières. Je fais des études par alternance et à un moment donné, j'en ai eu marre de tout ça, j'avais envie de voir autre chose. Donc j'ai commencé à bouger et de fil en aiguille, j'ai rencontré, des personnes un producteur américain qui m'a proposé de venir à Los Angeles. Je parle de ça, on est en 2002. Facebook n'existe pas, Ou c'est les débuts, c'est peut-être YouTube, aussi, non? non, Ah oui, non, même non, pas. non, même Ouais, pas, tu non, non, raison. même pas, je suis de Enfin, 79, hein. ce sera genre 2004 ou 2005 aux Ouais, États-Unis. ouais, Ouais, ouais. ouais, ouais. Donc Mais tu tout internet, jeune. T'as quel âge? 20 bah, 2002, j'ai entre 22 et 23 ans Mmh. puisque dans l'année, c'était l'année de mes 23 ans, mais j'avais 22 ans à ce moment-là et cet américain, il s'appelle Rick, que je qui a changé ma vie, me dit: «Écoute Morgane, viens» et donc il m'invite, à partir aux États-Unis. Je pars et en fait heu, c'est que je dis la problématique, c'est pas vrai parce que c'était juste extraordinaire. C'est que j'arrive dans un monde où pour moi tout est facile, tout est simple. La Américaine. mentalité américaine, tu rencontres des gens: «Salut, ça va?» Tout le monde est ouvert, «Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux faire?» Enfin, je veux dire tout s'ouvre et je décide de prendre mon billet pour rentrer, faire mes papiers en France et repartir. Sauf que là, j'étais en mode, vision de jeune, la vision de la jeunesse. Sauf qu'on a eu un accident de voiture la veille que je prenne mon avion pour repartir. Donc j'ai un accident de voiture avec mon pote, hispano-américain et mon ami décède à côté de moi dans l'accident. À 5 km/h de plus ou de moins, c'était moi qui devais prendre l'impact ou qui évitait l'impact. C'était lui qui le prenait. En l'occurrence, c'est lui qui l'a pris. Aujourd'hui, ça fait, plus de 20 ans maintenant que cette histoire a lieu. J'y pense tout le temps. En plus, là, on arrive dans des périodes où, en fait, le corps se souvient, de cette période-là, donc c'est très difficile. Je me réveille, à l'hôpital et là, à ce moment-là, je me dis: «C'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé?» On va aux funérailles et en fait, je rencontre la grand-mère de mon pote, de mon ami et elle me dit: «Lui, il est parti, il a fait tout ce qu'il avait à faire sur cette terre. Toi, tu as encore des choses à accomplir». Ça s'arrête là. Tu pars avec une graine. Je suis toujours aux États-Unis, hein et là, je passe, les pires semaines de entre guillemets «de ma vie» puisque, j'attends de pouvoir rentrer et là, je me fais une promesse. Je me dis: «OK, je sais ce qui est important pour moi et je sais ce qui l'est toujours tout autant, c'est la notion de la famille» et là, j'ai décidé de rentrer chez moi. Donc j'avais mon père, ma mère, ma sœur, ma petite sœur et je me suis fait la promesse
que si j'avais une famille, eh ben, ils pourraient grandir à côté de leurs grands-parents et de pouvoir leur apporter la richesse, ce que c'est que de vivre sur cet axe de communauté, cette facilité. Et c'est ce que Paris tu as tenu, aujourd'hui? Paris tenu, Paris tenu, les enfants grandissent à côté de leurs grands-parents, 5 kilomètres d'un côté, 5 kilomètres de l'autre, ils les voient régulièrement, tout le monde est en bonne santé, tout le monde grandit et effectivement, je leur donne quand même cette ouverture vers l'international parce que c'est important et voilà, c'est magique donc voilà. Et tu parles, est-ce que aujourd'hui, comment tu fais pour guérir d'un événement pareil? Est-ce qu'on peut guérir d'un événement comme cela? Et peut-être l'autre question aussi, ce serait, hem, tu as eu l'impression que ce jour-là, c'était peut-être pas juste que ce soit toi qui reste? C'est pas juste. Non, c'est pas juste. C'est pas juste parce que tu appuies sur des boutons là. Julia, c'est pas juste. Tu es 2 dans une voiture, soit tu pars à 2, soit tu pars pas du tout, mais Mmh, tu as pas un des 2. ouais. Disons qu'il y en a un qui part et l'autre qui reste aussi avec ce qui s'est passé. Donc C'est ça. mmh. Donc hem, donc après c'est pour ça toutes les problématiques matérielles, toutes les problématiques. Mais en même temps, sans ça, tu jamais peut-être tu aurais pris beaucoup plus de temps à aller à l'essentiel de la vie. Ah, j'en suis sûr. Ça a été un accélérateur de vie aussi. Ça a été un exhausteur, ça a été un exhausteur de vie. Parce que déjà à la base, je suis quelqu'un de positif, j'ai été éduqué comme ça. Nous, on se lève le matin, on se balance des vannes, hein. C'est comme ça que ça tourne chez nous. On se dit pas: «Waouh, la journée qui m'attend», voilà. Si on n'a pas, on fait sans, si on a, on fait avec et puis, dans tous les cas, on kiffe. Mmh. On va chercher la pointe de bonheur dans chaque élément qu'on met en place. Donc, c'est un révélateur, Mmh. pas un accélérateur, un révélateur. Ouais, c'est une bonne distinction. Mmh. Et aujourd'hui, donc parlons de tes enfants justement, puisque tu as décidé très rapidement que c'était ça l'essentiel, c'était de créer ta famille avec ton épouse, tes enfants, en gardant justement les grands-parents, autour, à la sicilienne finalement. Oui, c'est ça. C'est revenu Ah ouais, bah, bien sûr, on revient aux sources, hein. on revient aux sources. On revient aux sources, hein, Comment on va revenir la sauce tomate trempée dans le pain avec quand tu rentres dans la cuisine, les odeurs de la sauce tomate avec la madeleine de Proust. On a chacun nos madeleines de Proust, hein. c'est quoi la Et tienne? ah moi, c'est la sauce La sauce tomate, la tomate? sauce bolo, ouais. On y est? Ouais, 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 ouais. Et j'ai vécu moi un moment extraordinaire, c'est que je cuisine des plats, moi, aujourd'hui, qui m'ont été transmis par ma grand-mère. Mmh. Dans la famille, il y en a toujours un qui essaye de rassembler tout le monde. Voilà. Et on va revenir sur l'histoire du patrimoine. Comment tu le transmets à tes enfants ça? Comment tu leur parles de l'argent? Parce que moi, ce que je trouve difficile, c'est que d'un côté, tu as envie qu'ils comprennent la valeur de l'argent, ce que ça veut dire de gagner de l'argent, la valeur du travail, et en même temps, on veut qu'ils aient cet aspect d'abondance. Qu'ils aient cette facilité aussi avec l'argent et qu'ils soient pas complexés par l'argent. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je suis plus la notion d'équilibre, hein, c'est vraiment la notion d'équilibre. J'ai mon assiette, est-ce que l'assiette est équilibrée? Si tu ne leur donnes que du fast, que du surplus d'abondance, mais que tu ne leur fais pas goûter le manque, ça ne pourra pas fonctionner. Par contre, si tu leur fais goûter le manque et ensuite arriver à l'abondance, moi les miens sont à l'aise dans je vais dire c'est des 4x4 quoi, en fait, quasiment sur tous les terrains. Moi, je les emmène dormir, en forêt. Moi, je fais des Pour qu'ils connaissent la rudeur aussi de bah, revenir à la base. OK, quand tu es dans la forêt tout seul et que tu dois passer alors tout seul, ils partent pas tout seuls, hein, on part oui, tous oui. ensemble. Mais il y a pas de tente, on n'a pas de tente, on va démarrer un feu, on va se faire à manger avec ce qu'on a, ce qu'on n'a pas et il nous manque toujours quelque chose. OK, on l'a pas et quand tu as passé 2 jours en forêt, je te garantis que quand tu rentres et que tu prends ta douche bien chaude parce que, au départ tu t'es lavé dans la rivière gelée, la douche chaude, elle a pas du tout la même saveur. J'ai exactement vécu cette situation quand je suis rentrée. J'ai vécu 3 mois en Inde. Quand je suis rentrée et que j'ai pris une douche chaude, ça faisait 3 mois que j'avais pas pris une douche, vraiment celle qui voilà, celle que où tu peux prendre ton temps, où c'est de l'eau chaude et tout, et c'est vrai que cette douche-là, c'est comme on dit la première gorgée de bière, C'est ça. et ben c'est la même chose. Mmh. Ça a été Est-ce que tu leur fais goûter ça?
Est-ce que tu as Alors l'intention de leur faire goûter? Est-ce que tu leur as déjà fait goûter? alors moi, je les ai mis au scout pour ça aussi, Ouais, par exemple. génial, Je les ai mis au génial, scout super. pour que, justement, c'est dans la philosophie scout. Système D, Exactement. Entraide, bien sûr, système D bien sûr. et je pense que ça les aide, aussi à mais aussi à goûter aux choses simples de la vie. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est exactement ça et on se rend bien compte alors moi j'ai appris quelque chose, qu'on parle de patrimoine. On a des gens des fois qui ont des patrimoines assez impressionnants et donc qui sont dans un faste et une abondance heu, assez importante. On se rend compte que partager une bonne bouteille de vin, je suis un épicurien, hein, donc partager une bonne bouteille de vin, il y a le mot partager en fait. Quelle que soit la notion, tu auras beau, hem avoir, le meilleur champagne du monde entre les mains, si tu le partages pas avec une personne que tu apprécies, avec qui il se passe quelque chose, Ça aura pas le même goût. ça n'aura pas du tout la même saveur. Pas du tout et bien souvent, ça tu t'en rends compte avec le temps, quoi. Ouais, revenir, à l'essentiel Ouais, et revenir toujours à l'essentiel, aux ouais. choses vraies. Et c'est pour ça que sur la notion du patrimoine, on parle d'optimisation, on parle de vision. C'est juste pour pouvoir vivre plus de moments comme ça, en fait, hein. C'est juste pour régler la situation. Le système, il est fait pour une masse. Ne pas prendre de décision, c'est je prends la décision de ne pas prendre de décision et allez à jacta et puis on y va. Et le sort en est jeté. Hem, Aujourd'hui, pour moi, ce qui est important et ce qui est essentiel, c'est que les gens prennent conscience qu'ils peuvent atteindre leurs propres objectifs. Moi, je prends toujours l'exemple du Rubik's Cube. Je fais du Rubik's Cube, c'est-à-dire que toutes les couleurs sont déjà sur le cube. Je ne fais que remettre les couleurs à leur place et on le fait ensemble. Voilà et au rythme, de parce qu'il y a aussi une notion de rythme, Pour avoir un ensemble harmonieux. bien sûr, pour avoir un ensemble harmonieux, c'est exactement ça. Si je reprends le fil de la vie et on a acheté on s'est marié, on a acheté la résidence principale ou pas. Il y a aussi cette question évidemment qui est toujours au centre de l'actualité en France et ce depuis des années, mais la retraite, on a tous l'impression qu'on cotise, qu'on cotise. Personne n'est sûr d'avoir, une retraite aujourd'hui. Comment est-ce que tu conseilles les gens pour prévoir pour leurs vieux jours? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'anticipe pas quand, certains revenus vont s'arrêter ou En c'est fait, on n'anticipe rien. Celui qui ne prévoit pas n'anticipe rien. Il s'attend à ce que le système il s'attend dans sa tête à ce que le système lui procure ce que lui-même ne sait pas exprimer. On est d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, les cotisations que l'on a aujourd'hui permettent de payer les retraités actuellement, pas de cotiser ni de capitaliser. Donc mon conseil, moi, il est très simple: créez votre propre système de retraite, soyez conscient, de combien est-ce que vous allez avoir en retraite et mettez-le en corrélation avec votre train de vie. est-ce que c'est pas ça justement la richesse, d'essayer de de gagner plus que ce qu'on dépense? Est-ce que ce serait pas une bonne définition? Bah, c'est C'est la base. C'est la ouais, c'est la définition, je vais dire la plus basique, la plus basique. C'est, à partir du moment où tu dépenses moins que ce que tu gagnes, ça y est, matériellement parlant, j'insiste bien sur le matériellement parlant, bon, bah, ça y est, tu es à l'aise, tu es à l'aise et donc après, ce qu'il faut, c'est réussir à mettre le curseur. Qu'est-ce qui est essentiel, pas essentiel? Pourquoi est-ce que j'en ai envie? Oui, non, et cetera, et cetera. Combien il me faut moi personnellement pour me sentir bien Ouais. aussi et établir un peu cette liste heu, du montant qui te met à l'aise et qui te permet aussi de vivre la vie Ouais que tu as envie de vivre? et il y a une des astuces pour ça, il y a 2 choses à définir, c'est le matelas de sécurité avec lequel on se sent bien. Et ça varie selon les personnes? Oui, oui, complètement et en fonction de l'éducation et en fonction de l'habitude, en fonction des habitudes. Là, moi, j'ai des clients, dernier client en date, on avait, 240 000 € sur le compte courant. C'était pas assez? Non, c'était, 240 Ah, sur le 000 compte € courant? sur le compte courant. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y avait aucune action qui était faite, pour mettre en sécurité ou quoi. Parce que la personne n'a pas d'attrait sur cette partie, financière et ce que je comprends complètement. Mais le seul truc, c'est le Rubik's Cube qui, en fait, est complètement dans le désordre. Donc là, on prend les mêmes montants, on les articule différemment pour que ça puisse, correspondre aux objectifs de la personne. Et là, et on a juste fait quelques mouvements sur le Rubik's Cube.
Et ça change tout. Ça change l'impact, ça change la vision, ça change les rendements, et voilà. Et ensuite, on peut travailler sur le futur. Mais d'abord, avant de travailler sur le futur, on travaille sur le présent. Oui, c'est ça. On range sa chambre, d'accord? Avant de faire quoi que ce soit, OK? On va pas acheter un nouveau cadre, tant que la chambre n'est pas rangée. Comment est-ce que tu vois le futur de l'argent? Parce que l'argent a changé énormément ces dernières décennies. Je veux dire, là, on arrive sur la dématérialisation de l'argent. Moi, je suis complètement paumée avec les tokens, les cryptos, c'est vrai que j'ai du mal à suivre, heu, toute cette nouvelle tendance. On voit que l'argent liquide, heu, est de plus en plus difficile à avoir. Donc peut-être dans un premier temps, la question ce serait: comment est-ce que tu vois le futur, de l'argent? Est-ce qu'on va aller vers encore plus de dématérialisation? Alors déjà, pour ceux qui nous écoutent, moi, il y a un truc que je vous conseille, c'est d'aller visiter l'ancienne Banque de France à Paris. C'est un musée, hein, musée de l'argent. Et en fait, il faut comprendre à quoi servait l'argent à la base. L'argent est une manière de donc on se met tous d'accord sur le fait que tel ou tel objet ou tel bout de papier correspond à un certain montant et donc je vais pouvoir le diviser autant de fois que je veux pour pouvoir acheter des biens et des services. OK? Donc tout ce qui est les expressions le blé, l'oseille, et cetera, Le c'est flouze. le flouze. Alors, c'est à la base, ce sont des biens matériels qu'on vient diviser, en fait, en fonction de ce dont on a besoin. Et donc on s'est tous mis d'accord pour dire: «Ben voilà, il y a eu le franc, ensuite l'euro et là maintenant on va passer à l'euro numérique». D'accord? Tu parles de Est-ce que token, c'est acté? tu parles oui, oui, ça y est, on y va là. Oui, oui, ça y est, c'est parti. Mais ça veut dire quoi? Bah, en fait, ça veut dire que, il va y avoir une traçabilité. Alors, on est déjà, hein, dans nos euros sont déjà des euros numériques puisqu'en fait, on a des chiffres sur un compte, Tout est heu, tracé. tout est tracé. Je veux dire, demain l'argent que tu as sur ton compte, tu as ton identifiant et ton mot de passe qui fonctionnent plus et tu as ta banque qui est fermée. Comment tu vas faire pour, récupérer l'argent Tu veux pas? qui tu peux pas, on est d'accord. Même je vais aller plus loin, il y a de temps en temps où tu as envie d'aller chercher de l'argent à la banque que tu as et la banque est ouverte et c'est difficile de plus en Oui. plus de sortir ton cash. Oui et ils sont en train de réduire, hein, tout doucement en fait, hein. Le meilleur moyen de faire cuire la grenouille, sans qu'elle se sauve, c'est de faire bouillir tout doucement l'eau, Sans à qu'on le feu doux, sente. sans qu'on le sente et c'est ce qu'ils sont en train de faire. On enlève petit à petit les distributeurs, c'est de plus en plus difficile d'avoir du cash. Ils ne veulent plus de cash à terme. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va être un outil de contrôle quelque part. Ce qui va se passer avec l'euro numérique, je vais prendre un exemple en fait. Moi, ce qui m'enquiquine, ce qui m'ennuie profondément là-dedans, c'est que moi, je suis un esprit libre. Et en fait, là, en fait, on vient taper la liberté. Pourquoi? Parce qu'on vient à un moment donné de dire: «OK, tu as produit de la richesse, cette richesse-là a été taxée» et cetera, bref. Tu as de l'argent sur ton compte et ça devient un euro numérique qui va être tracé comme un système de blockchain, donc c'est-à-dire de vérification. Mais si demain, tu as, admettons, un désaccord avec le système étatique, Il pourra prélever sur ton compte. il pourra bloquer les fonds, pas forcément, on va pas forcément parler de prélèvement, mais de bloquer les fonds. Ce qui fait que si toi tu dis: «Bon, bah, OK, entre-temps, je veux aller, je sais pas moi, tiens, j'ai besoin de respirer, je vais aller me payer un voyage. Quand je rentrerai, je sais pas moi, dans 10 jours, j'aurai l'esprit, Mmh. refroidi» et ben, en fait, au moment où tu vas arriver à ton agence de voyage, on va te dire: «Bah, non monsieur, en fait, votre carte ne fonctionne pas». Non pas parce que tu n'auras pas d'argent, parce que tu auras eu, une problématique avec le système étatique qui t'aura bloqué ça. Donc on vient empiéter sur un axe de liberté. C'est ça qui me dérange en fait, profondément. Et souvent sous prétexte de sécurité Oui, oui, ou bah, de bien sûr, lutte contre le bah, blanchiment bien sûr, ou de bien sûr. Les excuses qu'on donne, sont toujours, en fait, on contrôle les masses par la peur, hein, par la peur et le divertissement, hein, on tu disais les jeux, tu utilises cette expression, c'est les Romains qui mettaient en place, panem et circenses, ouais, du pain et des jeux. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. ça a rien n'a changé. Tout le temps où tu es occupé, c'est-à-dire ton smartphone, tes applications, tes jeux indirectement, comme les Romains à l'époque. On faisait des grands jeux,
on leur lançait du pain, donc ils n'avaient pas faim, c'est-à-dire que, en gros, toute la notion de confort était installée et pendant ce temps-là, les j'allais dire les politiques, mais les dirigeants de l'époque, bah, prenaient des décisions pour le peuple. Voilà, voilà ce qui se passe. Donc en fait, il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'est juste les objets qui ont changé et mais la méthodologie de fond, elle reste la même. Mais quand on t'écoute, on se demande est-ce qu'il y a une manière de résister? Parce qu'on peut pas vraiment résister, je veux dire le Non, je dirais pas résister. Résister, ça fait, non, non, je dirais pas résister, c'est pour plutôt garder un semblant s'adapter. de liberté. Bah, Comment on fait pour adapte-toi, il faut s'adapter. L'adaptation peut se faire par la connaissance. Plus tu vas comprendre comment fonctionne le système, plus tu vas pouvoir l'adapter à ta manière de voir les choses. Nous sommes des êtres uniques de par notre éducation, notre vision, notre manière de voir les choses, de ressentir les choses. Nos enfants vont être encore différents, même si nous, on va leur donner en fait ce que nous, on a appris, mais au final, eux-mêmes seront autonomes dans leur réflexion. bien sûr. Ils auront construit leur propre chemin. Ils auront fait leur tri aussi de Exactement. ce qu'on leur donne. Exactement. Et là, ce qui devient intéressant ensuite, et c'est ce qu'on fait notamment quand on crée des sociétés familiales, SCI familiales par exemple, on vient mettre en place une structure où tout le monde échange sur sa manière de voir les choses. Tu parlais du couple, ça me fait penser à ça, donc j'espère que c'est pas trop, confus, mais parce qu'on va revenir à l'essentiel qui est Panem et Circenses par rapport à ça. Mais, par exemple dans un couple, sais-tu combien il y a d'objectifs à mettre en place? Un couple, il y a combien de personnes? 2 Combien il y a d'objectifs? d'objectifs, c'est-à-dire de Combien d'objectifs de base doivent être constitués? je sais pas, 3. lesquels? Ceux de madame, ceux de monsieur et ceux de monsieur et madame. D'accord. Et quand on se dit les choses, là, on arrive à constituer quelque chose qui tient vraiment la route. Parce qu'une fois de plus, on en parle. Donc, je reviens sur ce que je disais, sur la notion du pain et des jeux. Lorsque, tu comprends un système et que tu en maîtrises l'intégralité, enfin, quand je dis l'intégralité, les 440 pages là, tu les maîtrises pas, de la partie fiscale. Mmh. Mais, quand tu comprends les grands principes, tu sais adapter et tu sais où, quoi, quand, comment investir et au moins ton patrimoine, il a du sens, le tien et tu fais avec. Tu t'adaptes, mais c'est ni plus ni moins que ce que l'être humain a toujours fait depuis toujours, hein. Oui, c'est ça. On n'a pas réinventé la roue. Mais sauf qu'aujourd'hui, ben, comme on n'a plus de problème parce qu'en fait, on n'a plus les problématiques des besoins primaires, pour se chauffer, pour se nourrir, et ben, en fait, on se crée d'autres problématiques. Revenons à la base, hein. Je reviens moi sur l'authenticité des échanges et des discours. J'ai la chance d'avoir des clients qui sont, j'allais dire prestigieux, ils aimeraient pas ce terme-là, mais on va dire avec, des patrimoines hors normes et qui ont des places et des rôles dans la société qui sont hors normes et à chaque fois je leur dis: «Mais pourquoi vous venez me voir?» La réponse revient toujours à ça: «Ton discours, il est cash et quand Authentique. est authentique et donc quand on te dit quelque chose, on te propose, à un moment donné, si tu dois dire non, bah, en fait, tu pas à dire non». Je reviens là-dessus, c'est on met en place des choses carrées, propres, on range sa chambre avant de prévoir le futur. Dans ton métier justement, donc tu as rencontré ces gens, au patrimoine hors norme comme tu dis. Qu'est-ce qui t'a le plus, étonné ou touché, dans, je sais pas, dans les histoires que tu as pu rencontrer? Parce que tu parlais d'un aspect presque psychologique. Tu rentres dans les familles, tu rentres dans les rapports humains. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a frappé? Moi, ce qui m'a frappé, souvent, ça a été, la réussite professionnelle a représenté, à un moment donné, un manque familial. Ça, c'est quelque chose qui, assez souvent, est ressorti et ensuite, j'ai vu 2 situations. J'ai vu la prise de conscience à temps, c'est-à-dire la prise de conscience de la personne qui dit à un moment donné: «OK, stop, moi, pour moi, le plus important, c'est cet axe familial» et donc il a rattaché les wagons, et il a pu, hem, créer justement une équipe avec sa famille et j'ai vu le trop tard et donc et là, par contre,
un gros moment de malheur, je vais dire quelque part, Pas du tout. heu, ils ont l'impression en fait, ils seraient presque à échanger, tout ce qu'ils ont construit pour obtenir, ce lien affectif très fort en fait, indestructible. Et je me rends compte, tu parlais de phases, tout à l'heure, il y a plusieurs phases. Je vais parler de la phase avec les enfants et avec le couple. Il y a vraiment la phase de naissance, où là, je vais presque dire, je suis ouais, non, j'assume, je vais dire, c'est la maman qui va prendre le rôle principal. Le papa, lui, va courir un peu à droite à gauche, il va aller ramener, donc c'est une image assez archaïque, hein, je m'en Chasser. excuse, hein, mais Il va chasser. mais il va aller chasser, ouais, c'est exactement ça. Et puis à un moment donné, en fait, il va y avoir, la phase de transmission. Et la phase de transmission, elle se fait à 2. Elle se fait avec les parents. Même si les parents sont séparés, peu importe. Mais il faut qu'il y ait une équipe qui soit réunie à ce moment-là. Et ça donne une consolidation, pour la construction de l'enfant plus tard. Ouais. Donc ça c'est vraiment important. Et après, moi c'est ce que je dis, à mes enfants: «Faites des erreurs, quoi». Donc moi je les mets dans des situations qui vont les pousser à faire des erreurs, mais qui n'auront pas un grand impact. Ce qui fait que, notamment avec leur argent de poche, dans la manière dont ils vont investir, dans la manière dont, ils vont le dépenser, heu, ça a pas d'impact ça. Par contre, si demain il t'arrive quelque chose, qu'ils héritent de ton patrimoine et que tu as pas bien drivé ça, Ils ont pas les expériences ah ouais, nécessaires préalables pour ah là, gérer ça. là, il se passe des choses là. Là, il se passe des choses et après c'est la jungle, hein. Après c'est la jungle. Est-ce qu'il y a une phrase qui a changé ta vie? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as pu je sais que moi, il y a plusieurs phrases comme ça qui ont eu un impact dans ma vie et il y a eu un avant et un après. J'en ai 2 phrases. J'ai, mon tout premier patron qui m'a dit, «Je ne t'apprendrai jamais rien, mais je répondrai à toutes tes questions». Là déjà, le positionnement, j'avais 18 ans. J'avais 18 ans et demi. Et la deuxième phrase, c'est: «Aide-toi, le ciel t'aidera». Et ces 2 phrases-là, elles m'ont été données à 2 périodes de ma vie, qui me permettaient de démarrer, 2 nouveaux chapitres. Sortie de bac, premier emploi par alternance, premier patron, qui aura été le seul et l'unique pour le coup. Oui, parce qu'après tu es devenue entrepreneur, Oui, tu es directement, restée. ouais. Donc qui lui m'a dit: «Je ne t'apprendrai jamais rien, mais je répondrai à toutes tes questions». Ce à quoi moi j'ai instinctivement répondu: «Ben, on va passer du temps ensemble parce que des questions, j'en ai 1000». Et c'est ce qui s'est passé. Et la deuxième où on m'a dit, donc c'est un ami entrepreneur, un ami de mon père entrepreneur que je vois toujours régulièrement, qui m'a dit quand je venais juste de créer ma société, on avait fait une petite inauguration, on était, une quinzaine, une petite coupe de champagne. Il m'a pris à part et il me dit: «Morgan, j'ai une seule chose à te dire, aide-toi et le ciel t'aidera». J'ai mis 20 ans à la comprendre cette phrase. Ouais. Et qu'est-ce que tu as compris cette phrase? Si tu peux nous la décrypter? Agis. Actionne. Le mouvement crée l'énergie, donc ne reste pas sur place. C'est pas en restant sur place que ta pseudo problématique que tu as à ce moment-là, va se résoudre. Donc pousse des portes même si elles sont déjà ouvertes. Défonce celles qui sont fermées, mais vas-y, rencontre des gens, discute, échange, pose des questions. Pose des questions. Alors moi, ce que ça m'inspire ta phrase, c'est que on te demande pas grand-chose. Ça peut être qu'un petit pas et Dieu viendra te rejoindre là où tu as réussi à aller. Mais il faut juste Juste cette impulsion. juste cette Mmh, impulsion. exactement. C'est exactement ça. Très philosophique, Ah, hein? Tu on va vu? finir sur cette note Ouais, philosophique? allez, on finit sur cette note philosophique qui va très bien parce que je pense que des questions, à mon avis, tu en as encore, J'en ai 1000, comme toi. Merci Morgane, merci d'être passée sur, Always Higher. C'était un plaisir de discuter et de partager avec toi et pour ceux qui nous regardent, eh bien, on espère que vous avez, profité de cet épisode et n'hésitez pas à nous suivre et à partager évidemment. Merci encore. Merci Julia, merci pour ce temps partagé et quel moment de bonheur, ça fait plaisir.
De même.